Bonjour, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de ludopédagogie de l'Université de Caen. On vous retrouve un tout petit peu en retard suite à un souci technique, mais on est heureux d'être ici pour un épisode sur le texte dans les jeux. Alors à ma gauche, il est passionné par la typologie, il a participé à de beaux projets éditoriaux, c'est Benoît Hélène. Bonjour. Bonjour Benoît. À ma droite, je les ai déjà dit, du coup je ris un petit peu. Vas-y, mais j'aime bien, je m'en souviens pas. Donc il passe dès qu'il le peut les dialogues dans les jeux vidéo, il a toujours hâte de finir un livre, c'est Jérôme Le Gris-Pagès. Merci Florine. Bonjour. Et puis une bonne partie des livres de ce décor font partie de sa bibliothèque, c'est Arthur Gatté. Bonjour. Bonjour Florine. Ils sont pas très épais les livres. C'est gentil. Non, et pareil, donc, et Florine Le Marchand nous accompagne avec comme petit fun fact le fait qu'elle a fini la totalité ou presque des dialogues de Disco Elysium. Et c'est un jeu visiblement que tu as hâte de recommencer pour refaire la totalité de tous les dialogues. Bah exactement, parce que tu as plusieurs, c'est un jeu narratif, donc tu as plusieurs issues possibles et je le recommande vraiment pour l'hiver, c'est parfait. Donc on va vous parler de texte autour de 3 chroniques. Le Ticket to Teach de Jérôme, comme vous en avez maintenant l'habitude. On va aborder notamment les questions d'intégration du texte au gameplay, de bons conseils pour utiliser le texte en contexte pédagogique. Arthur Gatté reviendra ensuite plus précisément sur 2 exemples de jeux vidéo où justement le texte est intégré au gameplay. Et puis on t'écoutera Benoît pour une chronique L'œil de Benoît qui me donne très envie personnellement sur la lisibilité des cartes de jeu. Exactement. Plus ça avance, plus je me demande si on ne finit pas par le meilleur. Et c'est bien possible. On en reparlera. On va demander au public de voter. Ouais. Donc on commence justement par toi, Jérôme. Voilà, merci. Mais c'est pas grave, c'est avec beaucoup de foi et de confiance que je vais vous faire cette chronique. Vous avez une petite surprise en fin de chronique, vous allez voir, ça vous avait manqué. Alors, les textes dans les jeux. On va parler aujourd'hui donc d'un sujet qui est universel et clivant dans le monde du jeu, à savoir le texte. Ce que l'on lit, ce qu'on écoute, ce qui nous guide, parfois nous perd et même parfois, on en a parlé un petit peu la dernière fois, nous émeut. Les textes dans les jeux, loin d'être de simples accessoires, sont des éléments structurants. Aussi, ce sont des éléments qui sont parfois discriminants. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de jeux de rôle ou de jeux de plateau, le texte soulève des problématiques assez complexes en termes de gameplay, d'immersion et aussi d'accessibilité. Alors on va plonger aujourd'hui dans cette réflexion autour du texte. Alors dans certains jeux, lire fait partie intégrante du gameplay. Prenons par exemple Fallen London ou 90 Days, 80 jours, c'est... Inkle, c'est ça la maison des... Je me tournais vers le space. Excuse-moi. Donc c'est un jeu narratif autour des 80 de Jules Verne, de l'univers de Jules Verne. Et donc ça, c'est des jeux vidéo qui s'appuient sur des narrations textuelles qui sont riches, où chaque choix de lecture devient une décision stratégique et narrative pour faire avancer le jeu. On ne joue pas ici malgré le texte, on joue avec le texte. La lecture devient ici une mécanique à part entière, donc engageant l'imaginaire et la réflexion. Dans l'histoire des jeux, les textes ont été au cœur de véritables révolutions ludiques. Je pense notamment avec les ancêtres des MMORPG, ce qu'on appelait les MUD, les Multi-User Dungeons. Si vous connaissez Richard Barthold, qui a fait son modèle, le modèle de Barthold sur le profil d'engagement ludique, eh bien, il a développé à la fin des années 70 un Multi-User Dungeon, le 2. Et donc, c'était des mondes virtuels qui sont donc apparus à la fin des années 70 et qui permettaient aux joueurs de collaborer et de s'affronter dans des environnements uniquement et entièrement textuels. Donc, ce n'était pas World of Warcraft, c'était finalement un flot de textes à l'intérieur desquels on évoluait. Et chaque commande saisie, Go North, Attack Goblin, Loot Treasure, Kill Enemies, voilà. Généralement c'était des petites commandes, hein, mais en tout cas ça ouvrait une nouvelle page et on avait un nouvel élément qui était partagé à la communauté. Alors ces jeux qui nous apparaissent aujourd'hui très très austères, ils posaient les bases de ce qui deviendrait par la suite les jeux de rôle massivement, donc multijoueurs modernes. Si on avance encore un petit peu, dans les années 80 et 90, on a eu ce que je considère des vrais chefs-d'œuvre narratifs, comme, ou en tout cas des grands succès commerciaux, comme Where in the World is Carmen Sandiego, ou juste Carmen Sandiego.
C'est un jeu qui est à la base éducatif, où les textes guident les joueurs à travers une enquête qui est avec des énigmes et des découvertes culturelles, beaucoup de cultures. Où souvent, on est dans des capitales géographiques, et donc il y avait plein d'éléments textuels qui enrichissaient notre culture en général, qu'on ne manquait pas par la suite d'étaler devant tous ses amis. Dans le même esprit, on avait un jeu, et là les plus anciens, dans les années 90, ça leur parlera peut-être, Les Chevaliers de Baphomet, qui est ce qui mélange aventure graphique et avec des dialogues qui étaient vraiment très percutants, sophistiqués, que je ne passais jamais d'ailleurs, pour dire à quel point ils étaient bons. Et ben ça a marqué complètement les esprits à travers l'immersivité du scénario, les références historiques présentes. Et en tout cas, donc, ces jeux démontrent que comment le texte, il peut être un puissant moteur d'apprentissage et d'immersion, qu'il s'agisse de collaborer dans un univers imaginaire ou de résoudre des énigmes éducatives qui, pour ma part, étaient passionnantes vraiment. Les jeux de rôle sont une autre expérience où les textes peuvent également structurer complètement le jeu. Que serait une partie de Dungeons & Dragons si il n'y avait pas ces longues descriptions de lieux, de personnages, de quêtes. Et ici, c'est intéressant parce que le rôle du maître de jeu, il est souvent de traduire ces textes en oralité. Et ça rend d'ailleurs l'expérience, une fois de plus, très immersive et aussi accessible. Le jeu, ici, le jeu de rôle, peut parfois se jouer complètement sur forum, donc uniquement dans un rapport textuel. Et donc, on a une dynamique qui est moins centrée sur qui est moins centrée sur l'improvisation, mais beaucoup plus sur la qualité d'expression collective et moins donc sur cette prise de décision très très rapide en coopération. J'aime bien Johan Huizinga, qui est un de nos pères fondateurs en termes de Game Studies. Et donc, dans Homo Ludens, il expliquait que le langage, en soi, est une forme de jeu. Le langage, parce qu'il structure nos interactions sociales, il nous ouvre en même temps à une possibilité infinie de création et aussi d'interprétation. Et donc, il voyait dans le langage la première forme, quelque part, de jeu. Dès l'instant où on commence à parler, parce que je lance quelque chose qui va être décodé, il y a une forme ludique qui lui semble identifiable. Dans les jeux de plateau, en revanche, on observe, je trouve, une volonté croissante de limiter le texte pour privilégier l'iconographie et la signalétique. Donc, je pense que Benoît en parlera bien mieux que moi. Wingspan, et alors d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai écrit, j'étais effectivement sur mon souvenir de Wingspan et j'avais oublié qu'il y avait même du texte pour dire à quel point. Mais on l'a mis en tout petit et mes vieux yeux n'arrivent pas à le déchiffrer. Mais donc dans Wingspan, c'est un excellent jeu avec un excellent exemple et une excellente, je trouve, iconographie, on s'y retrouve très très bien. Mais les informations, comme je dis, sont surtout transmises par les icônes et le texte est vraiment secondaire. Au point même, je me souvenais qu'il y a l'illustration de la bestiole, les oiseaux, les igouigouis qui nous permettent de nous repérer dans l'iconographie et de pouvoir jouer les cartes actions. Je me souviens même pas qu'on me disait que le grand-duc d'Amérique, il habite en Amérique. Bon. Non, c'est un peu plus détaillé. Oui, c'est très bien les anecdotes. Alors, ça, on le fait parce que ça permet d'une part d'accélérer le rythme du jeu et ça rend aussi accessible le jeu quand il y a quasiment plus de texte, de pouvoir le rendre accessible à des publics internationaux sans qu'on soit obligé de faire des versions françaises, allemandes, italiennes, américaines, ainsi de suite. Cette limitation, elle peut être aussi problématique. Le texte permet une précision et une nuance que les icônes ne peuvent pas toujours offrir. Dans un jeu comme Gloomhaven, Nicolas n'est pas parmi nous, mais on peut quand même parler de Gloomhaven, les textes narratifs donnent vie au scénario. Mais leur présence qui est massive, on a beaucoup de textes à lire, ça peut rebuter certains joueurs qui sont peut-être moins à l'aise avec la lecture. Et on retrouve ici une tension entre immersion narrative et fluidité ludique. Là, et au centre des deux, il y a ce qu'on appelle la jouabilité. Et donc, s'il y a trop de texte, c'est bien, il y aura beaucoup d'informations, mais en même temps, ça va nous tuer peut-être mécaniquement notre plaisir. Et ça, c'est ce que, je pense, Sébastien Janvaux, dans Comprendre le jeu vidéo, analyse en profondeur, cette tension de la jouabilité. Le texte dans les jeux pose aussi la question d'accessibilité. La littératie, qu'elle soit liée à l'âge ou au capital culturel, parce qu'on peut avoir aussi des fois des niveaux de formulation qui peuvent exclure, des lexiques qui peuvent exclure un certain nombre de personnes. Là, je vois l'excellent Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est un assez vieux jeu, je crois qu'il date des années 80, début des années 80, c'était sous la forme d'un classeur à la base. Ici, en fait, on a quand même une qualité littéraire et un souci d'écriture, en tout cas, qui fait que on n'est pas en train de lire
Une blague carambar, enfin, je te l'ai dit, ça peut être très bien, mais voilà, il y a une sélectivité qui peut s'opérer chez les joueurs. Et elle peut être aussi, l'accessibilité, posée dans des jeux comme This War of Mine, où il y a des choix narratifs qui peuvent être éthiquement complexes et avec des imaginaires qui peuvent s'ouvrir. Voilà. Quand on a des choix où est-ce qu'on sauve la mère ou l'enfant, on peut se retrouver par la force des mots à avoir des imaginaires qui s'ouvrent et qui nous mettent dans des situations complexes à gérer et donc qui peuvent nous poser des problèmes d'accessibilité à différents publics. Donc à l'inverse, évidemment, donc on a des jeux comme Seven Wonders, Anabi, où là, on choisit vraiment d'éliminer le texte. On met en avant que des formes de communication alternatives, des symboles, des interactions non verbales. Je pose la carte, voilà. Et ces jeux, évidemment, ils sont accessibles à des publics très divers. Mais finalement, si je vous parle de Seven Wonders, je suis pas sûr qu'on ait vraiment tellement progressé ou mieux compris ce qu'était le projet de Philon d'Alexandrie quand il a imaginé les 7 merveilles de l'Antiquité. Voilà, on part simplement sur une mécanique. Pour les philosophes, parce que j'aime bien aussi parler de philosophie, le texte est une passerelle vers la pensée abstraite et collective. Paul Ricoeur, dans Temps et Récit, souligne que la narration textuelle permet de structurer notre expérience du temps et de l'action. La narration textuelle, voilà, c'est ce qui nous permet de structurer notre expérience du temps et de l'action. Le fait que, quelque part, on prenne ce temps à lire et que, une fois de plus, on fige un petit peu le moment de la fluidité où, effectivement, on n'est pas dans l'éclat de rire, on n'est pas dans la spontanéité, aller chercher le totem au milieu de la partie. Et bien ici, le texte devient une manière de figer le temps ludique, permettant une réflexion plus profonde. À travers une simple phrase, comme dans Journey, où des fois, il y a une phrase et effectivement, ça nous amène à réfléchir assez longtemps, ou des fois, on a des dialogues très longs dans Red Dead Redemption, par exemple, il y a des dialogues des fois qui s'enchaînent et c'est assez long, mais en même temps, ça nous permet de pouvoir avancer dans la compréhension et du milieu et des personnages et de l'intrigue. Et bien ici, donc, le texte, il donne du poids. Et donc, c'est important d'avoir cette importance qui, dans le temps du jeu, peut être donnée à travers le texte. Et moi, je vais juste parler d'un jeu où littéralement je passe, mais en fait, c'est dans la mécanique du jeu. Et c'est un petit jeu que je vous conseille, c'est un jeu de téléphone qui s'appelle Rain. Et c'est un jeu que je recommanderais dans la gestion du texte. C'est un jeu qui fonctionne comme certaines applications de rencontres où si ça me plaît pas, je vais à gauche, si ça me plaît, je vais à droite. Et en fait, ça fait varier des indicateurs. Et donc, on a des successions de rois qui s'enchaînent. Et si on se débrouille mal, au bout de 5 ans, notre tête est au bout d'une pique. Et si on se débrouille bien, au bout de 90 ans, notre tête est au bout d'une pique. Enfin, où on meurt de vieillesse. Mais donc voilà, c'est un jeu qui est intéressant parce que les textes sont très courts, très percutants, très drôles. Et en plus, il y a une espèce d'histoire quand même qui se trame derrière. Et ici, on a à la fois de l'immersion, on a de la lisibilité, de l'accessibilité, du rythme. Et on est vraiment sur un jeu qui est narratif. Donc ici, j'aime bien ce gameplay où chaque mot qui est choisi. On voit bien qu'il y a une économie chez les auteurs de choisir les bons mots. Avoir une subtilité dans le choix des phrases. Et ici, je trouve que ça démontre assez brillamment que l'efficacité et l'impact des textes dans les jeux, ça ne tient pas à la longueur, mais ça tient vraiment à la pertinence et à la capacité à s'intégrer harmonieusement dans la mécanique ludique et la thématique. Alors pour conclure, est-ce que dans un jeu pédagogique, il faut du texte ou pas ? Réponse de Normand en préparation, ça dépend. La réponse, elle est évidemment nuancée, ça dépend des objectifs d'apprentissage. Dans les jeux textuels comme Carmen Sandiego, ça peut encourager effectivement des compétences de lecture et de compétences de compréhension approfondies. Et ici, donc, le texte va vraiment être un support à ce qu'on veut faire découvrir, une culture étrangère, une façon de résoudre des énigmes. Et là, comprendre ce qu'il y a dans un texte, aller chercher les mots importants. Donc, il peut y avoir des fois une coïncidence entre ce que le texte, ce que le jeu va nous amener par le texte, et ce que le texte constitue comme un objet central ou pas dans l'évolution de l'intrigue. Cependant, évidemment, la richesse textuelle peut poser des défis, je disais, pour les apprenants en difficulté de littératie, qui peut, je suis en train de relire la même fiche, qui peut nous amener à avoir aussi un problème d'engagement. On n'a pas justement la spontanéité d'un enchaînement visuel. On n'est pas comme dans Uncharted où le jeu il avance et en permanence il nous tire à avancer. Ici, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout le cas. Et donc on peut avoir des désengagements importants. Et donc mettre beaucoup de texte, c'est prendre aussi le risque de voir une partie de notre population apprenante se détourner du jeu. Donc
Ce que j'aime bien le voir, moi, c'est de voir cela dans une perspective de pédagogie inversée. La pédagogie inversée, ici, le texte peut avoir un rôle intéressant parce qu'il devient le support à explorer individuellement avant une session collective qui permet à chacun d'arriver préparé pour échanger et approfondir en groupe, comme on le fait donc dans la pédagogie inversée. Je lis chez moi et puis ensuite, quand on arrive et qu'on a le temps collectif, bien, on en profite. Et moi, j'aime bien cette alternance entre l'attention individuelle, donc qui est tournée vers la lecture, la réflexion personnelle, et l'attention partagée, où les connaissances ici sont mises en commun. Et donc ça, je trouve que ça crée une dynamique qui est intéressante pour avoir un apprentissage qui est actif. Et donc, quand on joue, par exemple, à Sherlock Holmes détective, je trouve que c'est un jeu où c'est intéressant que parfois, moi, j'aime bien dupliquer les pages et que tous les joueurs lisent en même temps. Et ensuite, on partage en même temps, plutôt qu'il y en ait qu'un qui lise, parce que je vais trouver qu'il lit bien et je vais être passionné par sa voix, ou il lit mal et du coup je vais avoir envie de me moquer, ou je vais me dire mince, je lirai pas mieux. Enfin, voilà, mais on peut être détourné des fois d'avoir vraiment un temps où on lit et on a cette introspection pour pouvoir ensuite avoir un vrai temps de partage. Et ce mouvement entre introspection et collaboration, ça reflète un auteur qui s'appelle Rain Gould. C'est sympa comme nom. Et il décrit dans un ouvrage de 2012 qui s'appelle Net Smart, How to Thrive Online. En 2012, on se arrivait un peu différemment qu'aujourd'hui. Et donc, il y explore le concept d'attention collaborative, où l'alternance entre focus individuel et mise en commun des idées, c'est essentiel pour une construction collective du savoir. Les textes dans les jeux, en initiant donc une réflexion personnelle, ça devient un pont vers un dialogue riche entre les joueurs ou apprenants. Ça favorise non seulement une meilleure compréhension, mais aussi le développement des compétences sociales et cognitives dans un environnement ici partagé. Donc, quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que si, dans la mécanique du jeu, on n'a à aucun moment justement une valorisation de ce texte ici, on va avoir des joueurs un petit peu comme moi qui vont passer complètement à côté. Et quand bien même vous le voyez, si on n'a pas ce partage-là, certainement, vous n'allez pas avoir on va pas avoir une mémorisation. Faut que dans le gameplay, si le texte il a de l'importance, faut qu'il existe une mécanique qui puisse le prouver. Donc les textes dans les jeux ne sont jamais anodins. Je trouve qu'ils les structurent, ils les enrichissent et parfois ils les compliquent, c'est vrai. Ils les compliquent, notre expérience ludique. Et que l'on soit adepte de récits foisonnants comme dans Sherlock Holmes ou qu'on soit adepte des icônes épurées comme dans Azul, il est important de réfléchir à la manière dont le texte influence notre manière de jouer et d'apprendre. Donc, quand on conçoit un jeu, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et je vais vous laisser je vous ai promis une petite surprise, je vais vous laisser pour conclure avec une citation de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Alors, à votre avis? On espère. Et vous l'espérez, il est revient. C'est Vladimir Jankélévitch. Ça faisait moins 4 chroniques que j'en ai pas parlé. Eh bien, il a une citation quand même qui est merveilleuse et qui dit, et dans mon souvenir, elle était moins bien que ça d'ailleurs. Il dit le texte est une voix silencieuse, mais elle n'en est pas moins une présence. Et j'ai presque envie de m'arrêter dessus. Quoique c'était assez joli ce que j'avais quand même fait ici. Donc je vais vous inviter toutes et tous, que quel que soit votre niveau de lecture et d'appréciation de cette dernière, de vous souvenir que derrière chaque mot qui est écrit ou lu, eh bien, il se cache tout un monde, tout un univers de sens et de partage à venir. Merci Jérôme. Merci Vladimir. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Pour une fois. Absolument pas. Non, notamment les conseils assez concrets sur l'intérêt de la concision, le fait de prendre des temps de focus individuels, voire tout simplement de dupliquer le matériel textuel pour le partager. Et justement, les groupes avec lesquels tu vas prendre ces temps de focus individuel pour vraiment te plonger dans un texte, dans le cadre d'un jeu, est-ce que c'est un public un peu déterminé? Est-ce que, par exemple, ça va être plutôt avec des étudiants de sciences humaines et sociales? Non. Alors déjà, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit, non, mais en fait, contrairement à ce qu'on aurait pensé, les étudiants en sciences sont des plutôt gros lecteurs, avec et parfois même alors pas force, enfin, je parle pas de rédaction, mais je parle vraiment en termes de consommation d'objets livres. On est assez surpris quand on revoit les fréquentations et les emprunts et les typologies d'emprunts qui sont faits dans les centres communs de documentation. Et de fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir une entrée académique par rapport à ça. Okay. Et on peut avoir tout à fait... je pense que n'importe quel type de public peut rentrer dans cette démarche.
Je suis en train de chercher qui m'a parlé l'autre jour de la lecture intégrale. C'est un projet de recherche qui est fait par une collègue en anglais, je me souviens bien, qui s'appelle Élise Ouvra, et qui travaille sur quelque chose qui me semble finalement très ludicisé, qui est autour de la lecture intégrale d'une œuvre. Donc, elle fait travailler donc en langue étrangère, et son objectif est qu'il y ait la lecture de la première à la dernière page par des collégiens. Et pour ce faire, elle utilise la mise en dessin. Donc, elle utilise donc ce qui est pour moi une forme de gamification, de passer par ça pour pouvoir et puis d'essayer d'imaginer la suite sous la forme d'un roman graphique à ce qui est proposé. Et dans cette perspective, le fait qu'il y ait un objectif à lire et qu'il y ait une suite contribue à ce que cette difficulté qui est la lecture intégrale d'une œuvre de la première à la dernière page chez les collégiens, même si c'est pas non plus 500 pages, mais c'est une vraie difficulté, et en particulier qu'en plus il y a la surcouche de la langue étrangère. Là, en fait, ça se fait quasiment intégralement pour la totalité des apprenants, et y compris dans des zones REP+, et ainsi de suite. Donc des fois, on peut hésiter, et ce qui va faire la différence, je vous rends la parole, ce qui va faire la différence, c'est, je pense, la façon dont justement on va l'amener et l'accompagner. Si on donne de la valeur au texte, si on pense que le texte a de la valeur, faut lui donner de la valeur. Et il faut qu'on trouve des moyens mécaniques ou pédagogiques d'encadrer ce temps. Alors justement, sur les moyens de donner cette valeur au texte, tu as terminé ta chronique sur le fait que le texte était un monde à explorer ensemble. Et Benoît, on m'avait prêté en début d'année un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée. Génial, ouais. Et dont en fait c'est vraiment l'argument, c'est ça, c'est venez explorer ensemble des textes, et ce sont pas n'importe quels textes, c'est ceux de votre bibliothèque, puisque l'idée c'est que ce jeu va en fait franchir les frontières avec les livres des joueurs. On va choisir son livre préféré et on va vraiment littéralement l'explorer. Donc il y a une boussole, on est des explorateurs et on va avancer de marque-page en marque-page. Après, si j'ai bien compris, c'est un système d'association d'images à ce qui a été lu. Et finalement, il y a même un site internet qui prolonge un peu l'expérience du jeu, où les joueurs sont invités à aller donner le sens caché du livre. Alors bon, ça peut un peu se discuter sur le plan littéraire, mais l'idée, c'est d'avoir isolé une phrase à partir de cette exploration, et qui est censée être le sens caché. Donc on peut découvrir, par exemple, pour Roméo et Juliette, ce serait « banni encore la corde pour ta philosophie ». Je vous laisse réfléchir, est-ce que c'était vraiment le sens caché de Roméo et Juliette ? Mais c'est quand même intéressant de franchir comme ça les livres et d'en faire un nouveau terrain de jeu, y compris en termes d'espace. Donc ça me faisait pas mal penser à ce que tu disais. D'autant plus que moi aussi, cette semaine, on m'a parlé de l'enjeu de la lecture intégrale chez les élèves ou les étudiants, et de comment ludiciser ça. Donc ça, et il y avait l'idée de peut-être que les étudiants aient chacun un élément de l'information et se racontent l'histoire entre eux. Ça pouvait être assez intéressant aussi. Et sur l'intérêt d'apprendre grâce au texte, Benoît, récemment, on a testé en équipe Dadada. Oui. Et donc là, on est plutôt sur le cas d'un jeu où le texte va nous aider à la construction du langage, à apprendre la construction du langage. Est-ce que tu veux nous en parler Tout à fait. Donc, c'est un jeu où on va avoir 12 images qui vont être proposées à l'ensemble des joueurs. Et en totalité, on va avoir 5... on va appeler ça comment, des phonèmes. Ouais, des syllabes, des phonèmes. Des syllabes. Et on va devoir, sans parler, dans une langue explicite, devoir dire, OK, est-ce que cette image-là, c'est plutôt freux, et cette image-là, c'est plutôt bras. Et on va devoir classer comme ça et créer notre propre langue, presque. Ouais. Et après, on va mettre à l'épreuve. Une fois qu'on aura classé ces 12 cartes, ces 12 images, on va devoir mettre à l'épreuve notre langue en tirant de nouvelles cartes. Et une personne va devoir faire deviner à l'ensemble du groupe, en utilisant cette nouvelle langue, quelle carte a été choisie parmi 6 cartes qui vont être montrées. C'est un jeu qui marche plutôt très bien, qui est assez intéressant sur la construction des langues, et qui permet également, c'est ce que tu disais un petit peu dans ta chronique tout à l'heure, de pouvoir jouer avec des personnes en fait qui ne parlent pas la même langue. On peut réunir au-delà en fait de la langue autour de ce jeu-là.
Et oui, et ça interroge la capacité du texte à signifier, et c'est nous qui allons construire cette signification-là aussi. Tout à fait. Oui. C'est une mise en accord de ce qu'est la signification. Oui. Surtout on a 4 syllabes, je crois, dans ce jeu, mais on peut les mélanger pour en mettre 2 ensemble, pour aussi donner des intonations aussi. Enfin, il y a vraiment tout un système de langage qui est super, en fait. Alors, est-ce qu'on a déjà sur des réactions à ta chronique, des questions, Jérôme, dans le chat? J'ai une réaction. J'ai une réaction. C'est qu'ils sont dans mon bureau. C'est marrant ce que tu disais, notamment pour le texte que tu n'avais pas vu dans Wingspan. Et notamment, tu disais que pour toi, ça n'avait pas véritablement d'importance, parce qu'il n'y a pas d'emprunt, en tout cas de véritable utilité dans le gameplay de Wingspan, parce que, en fin de compte, on s'en rend pas compte. Wyrmspan, donc la 2e édition, entre guillemets, donc c'est Wingspan avec des dragons qui change un peu le gameplay et donc les règles du jeu, tout ça. Sur les cartes, il n'y a pas de texte. Là, c'est totalement absent. Ils n'ont pas du tout mis le texte. Tu connais quand même le caractère des dragons. Tu sais si c'est un bébé dragon et s'il est agressif, joueur, ouais, etc. Mais ça fait partie du gameplay. Et il y a justement des points de victoire qui sont donnés aux joueurs ou aux joueuses, dépendant du nombre de dragons timides ou agressifs. Donc là, il y a vraiment ce côté-là qui est rentré dans le gameplay. Je suis pas certain que dans Wingspan, il y ait véritablement un gameplay sur... je sais qu'il y en a sur l'iconographie, sur le nombre notamment d'oiseaux d'une telle couleur ou avec telle syllabe ou tel adjectif dans leur nom, qui peut donner des points de victoire, mais dans le petit texte de la carte, je crois qu'il n'y a rien du tout. Et c'est intéressant du coup, parce que c'est vrai que je pense que même eux, les concepteurs du jeu et conceptrices, ils se sont peut-être dit que, en fin de compte, ce texte-là, on a eu des gens comme Jérôme qui ont testé le jeu et qui n'ont pas fait attention et qui l'ont supprimé totalement. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de dragon qui existe vraiment et comme là c'est une information qui est un peu... Alors, non mais ils ont vraiment fait une histoire, il y a un manuel, ils auraient pu le faire parce qu'en fait, dans le jeu il y a un manuel avec un petit historique donc de faux draconniers qui justement parle de ces dragons-là, où est-ce qu'ils vivent dans le pays imaginaire de Wyrmspan. Donc ils auraient pu totalement justement le mettre, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Et c'est intéressant parce que parfois, c'est aussi là où on revient souvent sur la question des profils d'engagement ludique, mais certains vont se précipiter sur ces informations-là. Je pense à l'une des premières fois. Oui, justement, l'une des premières fois où on a dû vous proposer une partie de Twilight Imperium 4. Il y a le choix des espèces, des factions, chercher un terme politiquement correct. Voilà, il y a le choix des populations. Et donc il y a un texte qui est quand même assez conséquent. Et il y a une case qui donne les caractéristiques en termes de gameplay. Et j'ai souvenir de vous avoir vu, effectivement, Lucie et Florine, j'avais vu les deux qui commençaient à regarder tout l'historique, le lore. Moi, je suis très frustrée si on me laisse pas lire jusqu'à la fin le lore de mon peuple. Donc, c'est pour ça que quelque part... le maître satisfera certainement un certain nombre de joueurs qui vont s'y retrouver. Ça peut être aussi des ancrages. Mais après, je maintiens quand même que si c'est pas utilisé, c'est dommage. Ça devient un élément un peu de... Pour aller plus loin, j'apprendrai plus si je fais une sortie en Ito qu'en jouant à Wingspan. Et pourtant, Wingspan peut-être a un potentiel qui me permettrait de... je mémorise pas spécialement mieux les choses. Parce que justement, moi, est-ce qu'il y a une couleur ou est-ce qu'il y a un nom je sais pas, de trucs. Je reste très concentré, mais c'est peut-être parce que je veux uniquement gagner. Mais... Alors, on va continuer cette discussion, notamment sur les questions de gameplay et d'accessibilité. Avec toi, Arthur, tu nous as préparé une petite chronique autour de 2 jeux vidéo en particulier. Oui, surtout un. Il y en a un premier que je vais citer très rapidement. Alors, j'aurais pu partir là-dessus, surtout que Jean Charles Ray, qui a étudié le jeu vidéo à travers en tout cas les jeux de rôle à travers la narration grimoire,
sort un ouvrage qui est sorti, on est le 28, c'est ça. Donc il est sorti sur donc la narration grimoire dans le jeu de rôle qui sort aujourd'hui, je crois. Génial. Et donc à regarder, parce que ça parle notamment de Dark Souls. Donc voilà. Mais non, là, Le jeu du monde. c'est voilà, mon petit choix. Mais non, là tout de suite, je vais vous parler de un jeu en particulier. Mais avant ça, je vais vous citer un autre petit jeu que moi j'affectionne surtout, c'est The Binding of Isaac, qui est sorti en 2011. Moi j'ai des souvenirs. Oui, on a le jeu de société qui est quelque part. Moi j'ai des souvenirs de jeux vidéo joués en primaire, donc où il fallait taper très rapidement des mots qui étaient montrés à l'écran. C'était les typing games, où on s'entraînait à la dactylographie et aussi à l'orthographe dans un sens. Donc The Binding of Isaac, c'est un roguelite où on va aller dans les donjons, devoir tuer des monstres, tout ça. Et donc il y a un mode qui est sorti qui s'appelle The Typing of Isaac et qui modifie en fait le gameplay du jeu et ça le transforme en typing games. Donc on va plus pouvoir tirer des choses sur les ennemis, mais là cette fois-ci pour les détruire, il va falloir taper les mots qui sont affichés à l'écran pour pouvoir faire des dégâts dans toute la salle où on est. Et donc voilà, ça modifie un petit peu le gameplay. On pourrait imaginer peut-être une mise en place en école, même si c'est un jeu qui est quand même assez sanglant tout ça. Mais un autre jeu qui, moi en tout cas, je trouve qui est super intéressant et qui n'a pas non plus de vocation éducative, s'appelle Baba Is You, qui est un jeu qui est sorti en 2019 sur PC, console, mobile. Et donc c'est un jeu de puzzle où les règles du jeu elles figurent sur les niveaux. Donc notamment on a nos petits niveaux. Alors voilà, on a sur donc les petits niveaux, on a Baba is you, on a Flag is win, Wall is stop et Block is move. Et donc Baba c'est le petit chien en blanc qu'on peut voir à l'écran. C'est mignon. Il est tout mignon. Et donc là sur ce niveau-là, ça c'est le niveau 1 du jeu. On peut sortir avec donc Baba et modifier totalement le code, donc les règles du jeu, donc en déplaçant notamment les mots, donc wall, on peut déplacer aussi is ou stop pour modifier les choses dans le jeu. Donc notamment, il y a un premier niveau voilà, que j'ai mis qui est réglé, où la personne va changer le wall en wall is you pour pouvoir bouger les murs et ensuite aller sur le drapeau pour gagner la partie. Donc ça, c'est une façon de faire ce puzzle-là, notamment. Et après, il y a plein d'autres manières de faire le jeu. Donc notamment, dans ce deuxième extrait, on a la façon comment voilà, la propriété du mur solide, elle est enlevée pour permettre à Baba de traverser le mur. Donc là, on casse totalement le jeu et totalement les règles. Et au-delà de ce gameplay qui somme toute assez rigolo et qui permet vraiment de modifier le jeu, je trouve que c'est un exemple qui est assez intéressant pour au moins apprendre ou en tout cas introduire le codage avec notamment les statements, donc le if x then x. Et ce qui est super intéressant avec ce jeu, c'est que tu peux faire tes propres niveaux. Et j'ai trouvé ça, tout à l'heure, je trouvais ça assez dingue. Mais donc il y a des jeux dans le jeu qui se font. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un niveau qui a été créé. C'est un Tower Defense qui a été créé dans le jeu. Donc il y a tout le codage à côté. Et donc ça, c'est un truc qui a été écrit par un joueur. Et donc on contrôle donc le petit... Il y a un petit encadré rose qu'on contrôle. On peut placer des tours. Le chemin qui est beige, c'est là où les ennemis vont apparaître et les tours vont tirer vraiment des projectiles et il faut protéger la sortie. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, on place d'abord nos tours, ensuite on démarre le jeu. Donc vraiment, je trouve ça assez incroyable que là, avec un tout petit principe comme ça, on arrive à créer un truc aussi énorme. Et ça rentre totalement avec ce système-là de iconographie qui est extrêmement simple et qui, en fait, qui fonctionne très, très bien, notamment pour créer plein de choses. Et donc là, on a vraiment ce jeu sur l'écriture, donc vraiment l'écriture du codage, parce que quand on parle de codage, c'est un langage de code.
Et donc, voilà, une autre manière peut-être de jouer avec le texte dans les jeux. En tout cas, avec Baba Is You. Merci Arthur. De rien. C'est intéressant en effet de se dire qu'on peut Toujours intéressant. C'est Toujours intéressant. faire une initiation au codage comme ça. Je pense que ça peut être un bon moyen d'engager aussi certains d'entre nous sur l'apprentissage du codage. C'est ça, ouais. Et ce qui est amusant, c'est de voir un peu le détournement, un peu non, pas totalement, systématique, mais le détournement qu'on peut en faire. Ouais. Et c'est un jeu qui avait été créé en Game Jam, et il y a des Game Jam qui s'en servent aussi autour de ce jeu-là, justement. Et tu m'as glissé en coulisses que ça pouvait être intéressant aussi dans le cadre des joueurs dyslexiques. Oui, notamment, alors surtout pour le premier mode de Isaac, justement pour la dyslexie et les personnes dysorthographiques ou autres, ça peut être aussi une mise en place, je pense. Je sais que moi j'avais eu des exercices comme ça, parce que je confondais les B, les P, les B, les D, les P et les Q. D'accord. Donc petit, j'avais eu des exercices comme ça, notamment d'apprentissage. Donc par saisie de texte, c'est ça ? Ouais, notamment, ouais. Okay. Ouais. Et je sais, genre j'ai un jeu, je n'arrive pas à retrouver le nom auquel je jouais quand j'étais donc en primaire, et je me semble que c'était Lexicon ou je sais plus quoi, mais c'est un jeu, et un jour je le retrouverai. Un jour. Mais perdu aujourd'hui. Mais t'as plus de problème ? Non, non, aucun problème. Et sur la question de l'accessibilité, qui je pense va faire aussi le lien avec la lisibilité, moi j'avais juste aussi lu quelques témoignages déjà de joueurs sur les forums qui parlaient notamment de la police dans les jeux vidéo qui était souvent trop petite. Et selon les écrans qu'on avait aussi, les échelles n'étaient pas les bonnes. Il y avait quelques outils qui ont existé. Les Companion App, par exemple, il y avait quelqu'un qui citait l'exemple de Deus Ex Universe, qui avait créé une application pour tablette où on avait les documents style email du jeu, qui permettait de les avoir beaucoup plus proches et de ne pas s'écorcher la vue. Il y a des joueurs qui parlaient tout simplement aussi de l'intérêt d'avoir une voix des conversations bien réalisée. Donc ça, c'est... Inversement, il faut du sous-titrage aussi pour les personnes malentendantes. Le problème de Red Dead. Et l'avantage aussi en termes de conversation, oui, c'est vrai. Mais c'est retenu, c'est très reconnu, en tout cas dans le jeu vidéo. Il y a un prix, alors notamment les Game Awards qui approchent là, dans pas longtemps, au mois de décembre. Il y a un prix justement sur l'accessibilité. Enfin, le jeu qui permet une grande accessibilité, notamment au niveau de la lecture et de daltonisme et tout ça, des malentendants, malvoyants. Oui. Il y a en termes de ressources, il y a une chaîne YouTube notamment qui s'appelle Game Maker's Toolkit qui a fait des vidéos comme améliorer les jeux pour les joueurs déficients visuels et daltoniens. Ça peut être des ressources intéressantes à consulter aussi. Il y a un article d'Alain Zucconi qui résume bien toutes ces ressources Accessibility in Video Games. Et c'est là que je me tourne vers toi, puisque Benoît, tu as beaucoup réfléchi à ces idées de lisibilité, notamment en ce qui concerne donc les cartes de jeu. Oui, alors il y a de nombreux principes de typographie et de mise en page qui existent et qui sont appliqués à la mise en page de livres, à la mise en page de documents. Et ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques grands principes et de voir comment on peut les transposer à des éléments de jeu, en particulier les cartes. Pour commencer, le format de livre ou le format des cartes, on a un choix. Voilà, on a du A4, du A3, du A2 et tout ça. Et dans les cartes, c'est pareil, il y a des espèces de formats standards. Et on a aussi ce qui est la problématique de l'orientation des cartes. Soit on est en paysage, soit on est en portrait. Au passage, d'ailleurs, c'est assez peu courant de trouver des livres au format paysage et assez peu courant de trouver des cartes utilisées au format paysage. J'ai quand même quelques exemples. Le format du livre va directement répondre à son contenu. Si on veut concevoir un livre avec beaucoup d'images, il faut éviter de choisir un format trop petit. À l'inverse, si l'ouvrage est constitué uniquement de texte, on peut aisément aller jusqu'à un format de poche. De la même manière, donc l'orientation en paysage ou en portrait est également une réponse au contenu. Il faut éviter le format paysage pour des ouvrages contenant trop de texte, qui pourraient avoir des lignes beaucoup trop longues et perdre le lecteur. Et en même temps, un livre qui aurait énormément de photos, énormément d'images, lui,
pour le coup, pourrait se plaire dans un format paysage. Dans le terme de jeu, l'orientation des cartes se définit un peu comme ça. Si on doit tenir en jeu des cartes en main, c'est plus facile de les tenir au format portrait qu'au format paysage, pour pouvoir apprécier la totalité des informations. C'est plus galère les formats paysages à tenir en main. Et le format paysage nous permet d'avoir des cartes révélées plutôt à l'ensemble des joueurs. Je pense par exemple à Holding On, où on a vraiment le côté narration qu'on va retrouver parfois dans les jeux de rôle, par exemple, où là on va avoir toute une histoire qui va se décliner pour mener l'enquête sur l'identité de Billy Kerr et ce qui lui est arrivé. De la même manière, on a des cartes avec du texte dans ce jeu et on a des cartes avec des images, mais les deux sont là pour renforcer l'immersion et la narration. Un autre grand usage en typographie, c'est les grilles de mise en page. Pour faire un texte construit le plus lisible possible, on a des grilles, des colonnes, parfois on répond même à un nombre d'or. Ça, c'est la typographie suisse. C'est Jan Tschichold qui a un peu été le précurseur de ça sur le jeu texte-image. On pense également aux marges, l'importance des marges dans un livre et la position du pouce. Est-ce que mon pouce va cacher le texte ? Comment je vais tenir mon livre ? Et voilà, comment le texte va se dérouler autour de ce vide. Dans les cartes de jeu, c'est pareil. Quand on va tenir un jeu en main, qu'est-ce qu'on va masquer avec notre pouce et qu'est-ce qu'on va laisser voir ? Généralement, les informations, quand on a des cartes en main, c'est en haut à gauche qu'on va avoir les informations les plus essentielles, en tous les cas, qui vont nous servir de payer. C'est ce qu'on voit dans Wingspan et c'est ce qu'on voit aussi dans Maracaibo. Le coût de la carte et le bénéfice en points de victoire se trouvent en haut à gauche. Et les autres effets, d'ailleurs, de ces cartes-là, les effets qui sont en bas et qui sont cachés par le pouce, sont des effets une fois que la carte est jouée et posée sur la table. La hiérarchisation est également très importante. Une fois qu'on a déterminé notre grille, une fois qu'on a déterminé l'orientation de notre carte, lors de la mise en page d'un document ou d'un livre, on va surtout, quand il contient beaucoup de texte, on va hiérarchiser l'information pour gagner en lisibilité. Il est important de savoir ce que l'on veut donner à lire en premier, ainsi que les niveaux suivants. Dans les cartes de jeu, il faut identifier clairement les informations nécessaires au jeu pour que la carte soit le plus lisible et le plus rapidement possible. En plus de l'agresse, de l'usage des capitales, du souligné, on peut avoir par exemple l'usage de la couleur pour pouvoir encadrer le texte afin de le faire ressortir. Dans Wingspan, on a comme ça cet encadré orange sur le pouvoir de l'oiseau. Et il y a également le titre, le nom de l'oiseau qui va se trouver dans un encadré et les informations secondaires vont se retrouver en bas de la carte, en italique, légèrement grisées. On a tendance à les oublier, mais elles sont là si jamais la partie est un peu longue et qu'on veut lire autre chose. Pour terminer, il y a également et surtout l'usage de la typographie. On identifie généralement deux types de caractères. On a les caractères de labeur qui sont là pour le texte courant et qui doit être le caractère le plus lisible possible. Dans Wingspan, on le voit dans les cartes, dans les pouvoirs, justement. Et on a les caractères de titrage qui... c'est Muriel Paris qui dit « En titrage, tout est possible. Pour quelques mots, le lecteur fera un effort. » Donc là, on peut se permettre... Notre Muriel Paris. Non, la Muriel Paris typographe. Et c'est des choses qu'on voit, par exemple, même dans les titres. Je vois Sherlock Holmes sur la table. Le titre Sherlock Holmes est en cursif. On fait l'effort de le lire comme ça. On ne fera pas l'effort de lire un texte. Enfin, en tous les cas, on abandonnera, je pense, rapidement. C'est Morrison, le typographe, qui dit aussi que lorsque les lecteurs ne remarquent rien de la réserve accomplie et de la rigueur exceptionnelle d'un nouveau caractère, c'est qu'il est probablement de qualité. Donc plus on est discret, généralement mieux les typographes ont fait un bon boulot. Oui. Pour terminer, je voudrais conseiller l'ouvrage de
Gérard Unger, qui s'appelle Pendant la lecture, où il se pose la question de que se passe-t-il pendant qu'on lit. Comment est-il possible de lire, par exemple, sans voir la lettre? On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un dessinateur de caractères typographiques. Il a également conçu la signalétique des autoroutes des Pays-Bas. Donc il a pu se frotter à différents supports. Et c'est très, très intéressant comme lecture. Je vous invite à aller voir. Merci Benoît. Et Jérôme, tu nous as aussi conseillé dernièrement une lecture. Justement, j'en cherchais le nom, parce que en fait, je l'ai parcouru. Et comme quoi, des fois, quand on n'a pas le. Il s'agissait, si je ne m'abuse, d'un chapitre de Design for Board Games. C'est ça, Design for Board Games de. Malheureusement, je n'ai pas C'est le nom de Design l'auteur. for Board Games de Daniel Solis. De Solis, voilà, c'est ça. Tu gagnes Bravo. un point. Et en fait, c'est vrai que Bravo. les livres numériques, moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que comme on passe moins de temps à les voir posés avec le nom de l'auteur, ça invisibilise quand même pas mal tout ça. La maison d'édition, enfin, effectivement, c'est l'ouvrage, j'ai pas encore parcouru complètement, mais qui est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment dédié aux board games et il prend sur le plateau, sur les cartes, sur le livre de règles, sur comment dire, des éléments d'illustration sur la boîte, sur le verre sur la boîte. Enfin, il prend vraiment le temps de donner des conseils très, très éclairés et avec des exemples. Donc et avec j'aime bien le petit côté à faire et à éviter. Le conseil de savoir quelle information le pouce va cacher, par exemple, j'aurais pas pensé. En fait, c'est très malin. Il y a comme ça des règles, par exemple sur l'écriture, tu parlais de la police de caractère. Quand on design un jeu, vers quoi on se tourne et on proscrit, donc si je comprends bien, les cursives. Si. Pour, C'est pas ce que tu as dit. Non, mais il a dit dans le titrage, on a de la liberté. Ouais, c'est ça. Ah oui. Pas dans le. Et dans la typographie de Labeur, faut faire des essais. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit pas trop petit. Si c'est une typo qui est petite, il y a les typographies plutôt à empattement à privilégier pour pouvoir suivre le regard. Les empattements, c'est ça guide la ligne en fait. Et ça aide en fait à pouvoir lire un texte peut-être un peu plus petit qu'un empattement, qu'une typographie sans empattement. Donc il y a plein de tests comme ça à faire. Moi-même. Est-ce qu'on a le droit de faire un titre en Comic Sans, si tout est possible? C'est la fin de l'émission. Moi, je tiens à dire que je t'avais parlé du fait que dans Scooby-Doo, dans le dessin animé Scooby-Doo, il y a une résolution d'enquête qui repose sur le fait que le coupable a utilisé une mauvaise police de caractère que jamais un vrai graphiste n'aurait jamais utilisé. Je trouve ça génial. Trop bien. Je suis que ça te laisse carrément. perplexe. Là, mon monde est bouleversé. Quoi. Et il se trouve que c'est la police de caractère du générique, en fait. Je voulais quand même te demander, Jérôme, si en situation d'enseignement, toi, tu as été confronté à des situations justement où tu voyais que le design rendait la situation claire pour les étudiants ou au contraire En fait, perturbé. je ne sais pas si je vais répondre complètement. Ça m'est arrivé au début quand je faisais mes jeux, un peu de A à Z et en voulant tout réinventer, je me suis aperçu après coup ou en cours que ça crée vraiment des énormes difficultés pour mes apprenants joueurs à rentrer dans... notamment, j'ai souvenir d'une Corbine, comment c'est qui a l'air sympa comme ça, mais en fait, j'avais tout fait avec cette police-là. Et c'est vrai qu'ils avaient du mal, en plus, c'était un truc très textuel, ils avaient du mal à rentrer dedans, et je pense que la police avait... en fait, ce que dit vraiment Benoît est essentiel. C'est pas une histoire de goût. C'est d'abord une histoire de règles, je pense. Il y a des principes et souvent, en fait, on universalise en se disant c'est joli et je vais tout faire comme ça. Et en fait, la sobriété, l'humilité graphique et visuelle, elle est intéressante. Donc, ta question était peut-être pas là. Ça rejoint, parce que tu parles de ta propre expérience, donc ça rejoint ma question. Donc voilà, c'est vraiment d'éviter de se faire plaisir. Et donc, souvent, quand des enseignants arrivent avec un jeu qui est assez avancé, il faut qu'ils fassent le deuil de l'investissement graphique et esthétique qu'ils ont pu faire sur leur jeu, et y compris des fois sur les polices d'écriture, sur l'agencement de leurs cartes. Et donc là, tout ce redesign-là, il est...
ça nécessite un peu des professionnels pour vraiment le faire, quoi. Donc, c'est là qu'on est très heureux d'avoir une équipe de professionnels qu'on salue. Et ou de s'appuyer vraiment sur un détournement de l'existant. Oui. Qui peut même avoir ses limites. La chronique Ticket to Teach, par exemple, on s'est amusé moi dans un premier temps, puis ensuite de façon à refaire en reprenant l'esthétique de Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Même en reprenant exactement ça, ça ne marche pas des masses. Et donc en fait, je pense que l'information doit d'abord passer et donc d'avoir d'abord une pensée en termes d'efficacité de la transmission du discours qu'on veut faire passer avant de se projeter sur c'est joli, c'est moche. Et puis souvent, en plus, dans un contexte pédagogique, on ne le commercialise pas, ils ne vont pas nous l'acheter le jeu. Et donc, on est certainement sur un prototype encore, sur des versions qui avancent, qui évoluent. Donc le surinvestissement qu'on pourrait avoir là-dessus est peut-être pas fondamental. Et puis, c'est ce qui va permettre, pour rebondir sur le début de cette émission, ce qui va permettre de valoriser finalement le texte aussi, lui donner un peu la place pertinente qu'on souhaite. Oui, pardon. Non. On n'a pas parlé des jeux solo, des jeux de rôle solo, où ici, un peu de texte nous amène à produire beaucoup de texte aussi. Donc c'est un concept... dans des journaux de bord, par exemple. Voilà, de ce type-là, c'est assez intéressant. Et puis ça apprend la discipline de l'écriture aussi, puisqu'on peut très bien s'y mettre tous les jours, ou seul face à sa table. Donc oui, c'est un sujet intéressant, les jeux de rôle solo. Moi, je ne me suis pas encore essayé, mais... Très bien. Très bien, tu conseilles. J'ai tellement d'amis que ça ne m'arrive jamais, mais je vous le conseille. Est-ce que dans le chat, nous avons des questions, des réactions ? Non, mais ils ont tout cassé dans le bureau de Jérôme. On va aller voir ça. Écoutez, je vous remercie pour ces discussions. Peut-être un sujet pour la semaine prochaine. Il faudra qu'on en débatte. Mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se penche sur la question des modes et extensions. Oui. Alors, je dis pas ça parce que je suis en plein dans la réflexion de me dire est-ce que je m'installe une version PC de Baldur's Gate 3 Mais je pense que le modding... c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Et je pense que... Là, tu l'as un peu montré que Baba Is You, mais... mais même par extension, l'extension du jeu et parfois d'avoir cette logique-là. C'est-à-dire mais pourquoi pas en tant qu'enseignant imaginer une version de jeu et laisser la possibilité aux étudiants de le modder. Et puis est-ce que le mode est un jeu aussi, l'acte de modder, d'installer? J'attends parce que Nicolas va certainement passer la porte là. Écoutez, on parle de tout ça la semaine prochaine, c'est noté. D'ici là, retrouvez-nous sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen pour voir les anciens épisodes et retrouver les références en bibliographie et en lithographie. Merci à tous, passez une bonne semaine et à bientôt, 13h15 mardi prochain. À bientôt. Au revoir. C'était très intéressant.